Aujourd'hui, nous recevons la professeure adjointe au campus Outaouais de l'Université McGill, Céline Aguerre. Elle est également professeure auxiliaire à l'Université d'Ottawa au département de biochimie, microbiologie et immunologie et chercheuse affiliée à l'Institut du savoir Montfort où se déroulent ses activités de recherche. Depuis une dizaine d'années, la Dr Aguerre a supervisé près d'une soixantaine d'étudiants gradués. Ses travaux de recherche sont subventionnés par le Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie du Canada, les Instituts de recherche en santé du Canada, la Société francophone du diabète et le Fonds France-Canada pour la recherche. Elle est également membre du comité exécutif de la Société québécoise de lipidologie, de nutrition et de métabolisme, l'ASQLNM. L'objectif de ces recherches est de mieux comprendre les défauts métaboliques musculaires se développant avec le diabète de type 2. Un de ses intérêts de recherche est l'étude du rôle des produits chimiques auxquels nous sommes exposés à tous les jours dans le développement de la résistance à l'insuline musculaire. Aujourd'hui, la Dr Aguerre nous parlera de l'effet des biphénols contenus dans certains plastiques sur la fonction mitochondriale et le métabolisme du glucose musculaire. Bonne conférence! Bonjour tout le monde, merci Benoît et Marie-Claude de m'avoir invité à présenter notre recherche aujourd'hui. Donc aujourd'hui, j'espère vous démontrer que c'était peut-être pas une très bonne idée de réchauffer votre repas dans une boîte en plastique pour votre déjeuner. J'espère qu'il n'y en a pas trop qui l'ont fait depuis pour manger pendant que vous écoutez le webinaire. Alors, je vais vous faire un petit rappel sur ce qu'est le diabète de type 2 et l'évolution du diabète de type 2 de la maladie avec le temps. Donc, c'est assez simplifié pour que tout le monde comprenne. Je vais peut-être mettre mon petit pointeur pour faciliter les choses. OK. Donc, quand on est en santé, qu'on est sensible à l'insuline, on va avoir des niveaux de glycémie qui sont relativement constants et des niveaux d'insuline qui sont relativement bas pour maintenir cette glycémie. Dans la première phase du développement du diabète de type 2, on a ce qu'on appelle un prédiabète qui correspond à une résistance à l'insuline des tissus cibles de l'insuline. Les tissus cibles de l'insuline, c'est principalement le muscle squelettique, le tissu adipeux et le foie. Dans cette phase de résistance à l'insuline, en fait, pour maintenir la glycémie, vous voyez que la courbe bleue de glycémie est maintenue dans des taux normaux. On a besoin d'une augmentation de la sécrétion de l'insuline par le pancréas. Et ça permet finalement à maintenir la glycémie à des niveaux normaux. Cependant, avec le temps, le pancréas va commencer à se fatiguer et va sécréter de moins en moins d'insuline, ce qui fait en sorte qu'à un certain niveau, on va arriver à ne plus pouvoir réguler la glycémie correctement et on a une hyperglycémie et c'est là où on atteint le diabète de type 2. Alors, dans mon laboratoire, on s'intéresse principalement aux muscles squelettiques. Pourquoi? Parce que le muscle squelettique, c'est le plus gros consommateur de sucre dans l'organisme. Par exemple, il met en réserve 80% du glucose suite à un repas. Donc, vous pouvez imaginer que si on a des perturbations de sensibilité à l'insuline, d'utilisation du glucose dans le muscle, ça va perturber l'homéostasie du glucose dans son ensemble. Qu'est-ce qui se passe au niveau musculaire avec le diabète de type 2? On va avoir plusieurs défauts métaboliques qui sont intimement liés les uns aux autres. On va avoir par exemple une accumulation de graisse, de lipides dans le muscle qui est liée au développement de la résistance à l'insuline parce que ces lipides vont perturber la voie de signalisation de l'insuline. On va aussi avoir donc une dysfonction des mitochondries, ces petits organelles qui produisent l'ATP dans vos cellules. Et la dysfonction des mitochondries peut expliquer l'accumulation de lipides puisque les mitochondries, c'est elles qui utilisent les lipides dans la bêta-oxydation. Cette accumulation de lipides va pouvoir aussi entraîner une dysfonction des mitochondries. Donc, on est vraiment dans un vrai cercle vicieux ici. La dysfonction mitochondriale et l'accumulation de lipides, ils sont aussi reliés à un stress oxydatif. Le stress oxydatif dans le muscle squelettique, il est aussi relié au développement de la résistance à l'insuline parce que les espèces réactives de l'oxygène perturbent la voie de signalisation de l'insuline.
Et le stress oxydatif, il est aussi lié à l'augmentation de l'inflammation dans le muscle squelettique. Et l'inflammation est aussi liée à la résistance à l'insuline. Alors, vous voyez, tout est lié. On ne sait pas vraiment qui fait l'œuf, qui fait la poule, quelle est la cause, quelle est la conséquence. Mais toutes ces perturbations métaboliques entraînent une résistance à l'insuline. Alors, quels sont les facteurs de risque qui sont associés au diabète de type 2? Je suis sûre que vous en connaissez de nombreux et vous avez certainement pensé à la mauvaise alimentation qui peut expliquer l'accumulation de lipides dans le muscle. L'activité physique aussi et le manque d'activité physique en particulier est un des facteurs de risque de développer un diabète. Évidemment, il y a des facteurs génétiques. On sait qu'environ 70% des cas de diabète sont dus à des facteurs génétiques. Il y a aussi le vieillissement. Plus on vieillit, plus nos tissus deviennent résistants à l'insuline et on a plus de risques de développer le diabète. Puis après, il y a des facteurs un peu moins connus. Un qui a été bien expliqué par Jean-Philippe Chaput dans une des conférences précédentes, c'est le manque de sommeil qui est lié au développement de l'obésité et du diabète de type 2. La consommation de tabac induit une résistance à l'insuline des tissus cibles, donc augmente le risque de diabète. Le stress perturbe les sécrétions hormonales, en particulier les glucocorticoïdes, et ça va être lié à une hyperglycémie et au risque de développer le diabète. Et enfin, les polluants qui sont présents dans notre environnement peuvent aussi être responsables du développement du diabète de type 2. Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Alors, pourquoi on s'intéresse aux polluants? En fait, les facteurs les plus communs, comme l'inactivité physique ou la consommation importante de sucre, ne sont pas capables d'expliquer l'augmentation très importante du diabète dans les 50 dernières années. Alors ici, je vous montre la carte de la prévalence du diabète de type 2 dans le monde. C'est une carte qui date de 2019, donc elle reste quand même assez récente dans les 5 dernières années. Je vais vous demander de vous focaliser sur ces pays du Proche-Orient, l'Égypte, le Soudan, l'Arabie Saoudite. Vous voyez, il y a des taux de diabète très importants, supérieurs à 15%. Et pourtant, dans ces pays-là, la consommation de sucre n'est pas si importante que ça. Ils consomment beaucoup moins de sucre qu'au Canada, par exemple, où les taux de diabète étaient beaucoup moins importants. Donc, je ne dis pas que la consommation de sucre n'est pas liée au développement du diabète, c'est juste que ça ne peut pas expliquer les diabètes. Si on vient maintenant à l'activité physique. Donc là, c'est un tout petit pays là, qui est ici. Je vais vous demander de regarder ce petit pays. C'est la Jordanie, puis ça me tient à cœur parce que mon mari est jordanien. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi ce petit pays. J'espère que vous le voyez. Il est vert, donc il est à des niveaux d'activité physique qui sont assez bons. Parce que là, c'est classé en fonction du manque d'activité physique. Donc, si on est 40% et plus, ça veut dire qu'il y a 40% et plus de la population qui ne font pas assez d'activité physique. Donc là, la Jordanie, elle se retrouve à des niveaux de 10 à 20% de la population qui ne font pas assez d'activité physique. Et bien, au niveau des taux de diabète de type 2, ils ont des taux de diabète de type 2 qui sont assez élevés, même s'ils sont très actifs. Donc, là, le manque d'activité physique ne peut pas non plus expliquer tous les cas de diabète de type 2. Par contre, si on regarde le lien entre la production de produits chimiques et le diabète de type 2 depuis un demi-siècle, vous allez voir que les courbes se superposent pas mal. Alors ça, c'est des données qui viennent des États-Unis. Et vous avez en bleu la production de produits chimiques au cours du temps. Et en rouge, la prévalence du diabète aux États-Unis. Et vous voyez que les courbes peuvent se superposer, quasiment superposées. Alors, évidemment, je ne vous dis pas non plus que la pollution, les produits chimiques sont la seule cause du diabète de type 2. C'est une maladie qui est plurifactorielle, multifactorielle. Et tous ces facteurs mis ensemble vont expliquer la hausse très importante de diabète depuis les 50 dernières années. Alors, dans mon laboratoire, on s'intéresse particulièrement à un de ces produits chimiques, les bisphénols. Et on a commencé par s'intéresser au bisphénol A. Alors, le bisphénol A, ou BPA, est connu et assez médiatisé. D'ailleurs, vous avez déjà dû en entendre parler. Donc, c'est connu pour induire des risques sur le développement de différentes maladies, incluant les cancers,
des problèmes de thyroïde, d'hypertension, même des dysfonctions sexuelles. Puis, Popeye, il ne savait pas que ces épinards, ils étaient dans des cannes qui contenaient du BPA. Et il en a tellement mangé que malheureusement, maintenant, il est à risque d'obésité et de diabète. Et puis, c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Alors, c'est quelque chose qui est assez médiatisé. Là, je vous ai choisi un article d'un journal français, Le Monde, qui disait que l'exposition à certains bisphénols pouvait augmenter le risque de développer un diabète de type 2. Ça a été démontré par de nombreuses études. Et puis, c'est même mis en avant par certaines fédérations, associations pour les patients qui vivent avec un diabète de type 2. Donc ici, la Fédération française des diabétiques qui montre que le bisphénol A est à risque pour développer le diabète et l'obésité. Alors, où est-ce qu'on retrouve le bisphénol A? On retrouve le bisphénol A dans de nombreux produits, malheureusement, de nombreux produits auxquels on est exposé toute la journée. Donc, je vous ai montré les épinards de Popeye. Donc, il y en a dans l'intérieur des boîtes de conserve. Il y en a dans tous les... pas dans tous, mais dans des produits qui sont en plastique dur. Donc, par exemple, tout ce qui contient les gels douche, les shampoings, les produits de toilette, peuvent contenir du BPA. Il y en a aussi dans les serviettes hygiéniques. Il y en a dans les contenants en plastique dans lesquels on conserve nos aliments, dans certains équipements sportifs. Il peut y en avoir dans les scellants dentaires, donc c'est directement dans notre bouche. Il peut y en avoir aussi dans les reçus thermiques, donc les reçus que vous avez à la caisse des supermarchés, des magasins. Donc les caissiers, caissières, ils sont exposés au BPA parce que ça peut aussi passer à travers la peau. Et on peut aussi en avoir dans de nombreux matériels électroniques. On peut aussi retrouver du BPA dans nos aliments, surtout lorsqu'ils proviennent de la pêche, des animaux marins. En effet, vous avez déjà certainement entendu parler des microplastiques. Les microplastiques, ils sont dus à la dégradation des produits en plastique, des bouteilles de plastique qu'on retrouve malheureusement de plus en plus dans les océans. Les sacs plastiques qui ne contiennent pas de BPA, je vous ai dit, le BPA, il est dans les plastiques durs. Donc, ça ne devrait pas provenir des sacs plastiques qui se dégradent dans l'environnement. Quoi qu'il en soit, on ne veut pas de sacs plastiques dans l'environnement non plus. Ce n'est pas bon pour les animaux marins. Donc, ces microplastiques, ils sont ingérés par les animaux marins. Au fur et à mesure de la chaîne alimentaire, ils se bioaccumulent dans les animaux marins. Puis, l'humain va pêcher les poissons ou d'autres animaux marins qui vont se retrouver dans notre assiette et qui contiennent du BPA, malheureusement. Alors, comment le BPA, il agit dans notre corps? Alors, j'ai fait une diapositive très simple pour expliquer comment ça fonctionne. Donc, pour ceux qui auraient comme pas un background en biochimie, le BPA, vous voyez, il a une structure qui est assez similaire à l'œstradiol. L'œstradiol, donc, c'est ce qu'on appelle l'hormone féminine, mais qui est aussi présente chez les hommes. Vous voyez cette partie du BPA ici, c'est exactement la même structure sur l'œstradiol. Donc, ça veut dire qu'en fait, le BPA, il peut aller se fixer sur des récepteurs qui fixent l'œstradiol. Alors, comment ça fonctionne? C'est un peu l'analogie de la clé avec la serrure. Donc, notre œstradiol BPA, c'est la clé, puis le récepteur aux oestrogènes, c'est la serrure. Si la clé convient à la serrure, ça ouvre la porte dans notre corps, ça fait une réaction physiologique, une réponse physiologique. Si la clé ne convient pas à la serrure, vous savez très bien que ça ne va pas ouvrir la porte, donc il n'y aura pas de réponse physiologique. Donc, le BPA, en raison de cette similitude avec l'œstradiol, va pouvoir se fixer sur les récepteurs des oestrogènes qui sont présents dans la majorité de nos tissus et donner une réponse physiologique et perturber le fonctionnement de nos tissus. Alors, nous, on s'intéresse aux effets des bisphénols sur le muscle squelettique, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, parce que c'est un gros consommateur de sucre. Notre hypothèse initiale, c'était que les bisphénols vont venir se fixer sur les récepteurs aux oestrogènes, augmenter l'inflammation, le stress oxydatif dans le muscle, ce qui va venir perturber la fonction des mitochondries et augmenter la résistance à l'insuline. Une hypothèse alternative, ça serait que les bisphénols
viennent s'accumuler dans les tissus adipeux. Alors, en effet, les bisphénols, ils sont lipophiliques. Donc, ça veut dire qu'ils sont capables de s'accumuler dans les tissus adipeux. Et ils peuvent, dans les tissus adipeux, ils pourraient perturber la sécrétion des hormones sécrétées par le tissu adipeux. Ces hormones, on les appelle les adipokines. Et ces adipokines, elles sont capables d'augmenter ou diminuer la sensibilité à l'insuline des tissus périphériques, inclus par le muscle. Et donc, on pense que les bisphénols pourraient modifier la sécrétion des adipokines, augmenter les mauvaises adipokines qui induisent une résistance à l'insuline musculaire et diminuer la sécrétion des bonnes adipokines qui sont normalement bonnes pour la sensibilité à l'insuline des muscles. Alors, la première étude qu'on a faite sur ce sujet, ça a été faite par 2 étudiantes à la maîtrise, Fawzia Ahmed et Lucia Chehadeh, qui ont utilisé des cellules L6, donc c'est des cellules musculaires de rat, et elles les ont exposées au BPA pendant 24 heures. On a appelé ça un traitement aigu parce que c'était assez court comme traitement. La première chose qu'elles ont regardée, c'est la fonction mitochondriale. Alors, je ne vais pas trop rentrer dans les détails sur l'expérience ici, vous pouvez juste voir qu'à des concentrations très élevées de BPA, 10 puissance 5 nanomolaires, on a une baisse de la fonction mitochondriale que vous pouvez voir ici, puis aussi ici avec le traitement FCCP. Donc, on a une dysfonction mitochondriale à des très hautes concentrations de BPA, mais dans l'environnement, nous, on est plutôt exposé à 1,10 nanomolaires de BPA. Donc, vous voyez qu'à cette concentration-là, il n'y avait pas d'effet sur la fonction mitochondriale. Par la suite, elles ont regardé la glycolyse, donc l'utilisation du glucose pour fournir de l'ATP à la cellule, et l'entrée du glucose. Et vous voyez qu'à la même concentration de BPA, celle qui induisait la dysfonction mitochondriale, on a une augmentation de la glycolyse et une augmentation de l'entrée du glucose. Donc, tout semble concorder. Il y a plus d'entrée du glucose, plus de glucose utilisé par les cellules pour faire de la glycolyse et de l'ATP. Et c'est probablement en raison de la dysfonction des mitochondries, la cellule, elle switch à la glycolyse. Encore une fois, si on regarde les concentrations environnementales, vous voyez qu'il n'y avait pas d'effet significatif. Alors, on s'est quand même intéressé à pourquoi on a cette augmentation de l'entrée du glucose et de la baisse de fonction mitochondriale. Est-ce que c'était dû au récepteur aux oestrogènes? Alors là, on a utilisé un inhibiteur du récepteur aux oestrogènes, qu'on appelle ICI, ici. Et vous voyez qu'on a toujours l'augmentation de l'entrée du glucose avec les fortes concentrations de BPA. Puis quand on met l'inhibiteur du récepteur aux oestrogènes, on a une baisse de cette entrée de glucose. Donc, c'est comme si l'entrée du glucose qui est augmentée par les BPA était due à ces récepteurs aux oestrogènes. Concernant la baisse de la fonction mitochondriale, vous voyez, on a toujours la baisse de fonction mitochondriale avec le BPA. Par contre, on n'est pas capable de restaurer cette fonction mitochondriale lorsqu'on utilise l'inhibiteur du récepteur aux oestrogènes. Donc ici, on a conclu que l'augmentation de l'entrée du glucose en réponse au BPA, donc de fortes concentrations de BPA, c'était dû en partie au récepteur aux oestrogènes, mais ce n'était pas le cas pour la dysfonction mitochondriale. Alors par la suite, j'ai 2 autres étudiantes. Ça, c'était des étudiantes qui faisaient leur projet honorifique, donc un projet de recherche de 4e année, Arlette Kazongo et Madeleine Leroux. Et elles ont fait un traitement plus long au BPA sur les cellules musculaires. Donc là, elles ont traité les cellules musculaires pendant 7 jours. Donc tout à l'heure, on était à 24 heures, on appelait ça un traitement aigu. Maintenant, on est sur un traitement à plus long terme. Elles ont regardé l'entrée du glucose en conditions basales. Quand je dis basales, c'est qu'il n'y a pas d'insuline. Et vous voyez qu'on avait toujours cette augmentation de l'entrée du glucose, mais ici, on est à des concentrations qui sont 10 fois plus basses que le traitement aigu. Donc, à partir de 10 puissance 4 nanomolaires de BPA, on a une augmentation de l'entrée du glucose lorsqu'on traite les cellules musculaires pendant 7 jours au BPA. Concernant la réponse à l'insuline, donc on avait une bonne réponse à l'insuline qui est supérieure à 2. Vous voyez ici, lorsque les cellules n'ont pas de BPA.
Par contre, on a une baisse qui commence à être significative à des concentrations de BPA de 10 puissance 3, 10 puissance 4 nanomolaires. Encore une fois, si on regarde les concentrations environnementales, il n'y a pas d'effet significatif. Alors, par la suite, Madeleine et Arlette, elles ont regardé ce qui se passait au niveau de la voie de signalisation de l'insuline. Donc, pour ceux qui sont moins familiers avec ça, l'insuline, quand elle arrive sur son récepteur, elle va activer une cascade de protéines, une cascade de kinases et les phosphoryler, ce qui va les activer, ce qui mène à la phosphorylation d'AKT. Ici, vous voyez, il y a des pointillés, c'est parce que je vous ai épargné tous les détails de la voie de signalisation de l'insuline. Donc, AKT, c'est assez central parce que ça permet à la fois d'activer la translocation du transporteur de GLUT4 à la membrane plasmique. Donc, quand il est à la membrane, ça permet de faire rentrer le glucose. Puis, AKT, elle va aussi activer GSK3 qui va permettre la synthèse du glycogène. Donc, les étudiantes ont regardé AKT et GSK3. Puis, vous voyez que en réponse à l'insuline, normalement, on a une bonne réponse à l'insuline comparée à la condition sans insuline. Puis, à partir de 1000, 10 000 nanomolaires de BPA, on a une résistance à l'insuline, que ce soit au niveau de la phosphorylation d'AKT ou de GSK3. On a aussi regardé la quantité de GLUT4 à la membrane. Et vous voyez que, pareil, sans BPA, on a une réponse à l'insuline qui est bonne, donc c'est sans insuline en blanc, avec insuline en noir. Et à partir de 10 puissance 3 nanomolaires de BPA, on a une diminution significative de la réponse à l'insuline, qu'on peut même déjà voir à des concentrations plus faibles. Donc, encore une fois, ici, à des concentrations environnementales, il ne semblerait pas y avoir d'effet, mais des concentrations très élevées de BPA vont inhiber la voie de signalisation de l'insuline. Ça confirme les résultats sur l'entrée du glucose qui montrent une résistance à l'insuline à ces concentrations. Alors après, on est allé regarder le stress oxydatif. Alors, je vais vous épargner les détails de la voie qui permet de détoxifier les espèces réactives de l'oxygène. C'était juste pour vous montrer qu'on a regardé ces enzymes qui sont capables de détoxifier les ROS pour donner de l'eau et donc quelque chose qui est beaucoup moins dangereux pour la cellule. Donc ça, c'est la catalase, la superoxyde dismutase ou la GPX, c'est glutathione peroxydase. Donc, on a regardé l'expression de ces enzymes dans nos cellules traitées au BPA. Et vous pouvez voir qu'à partir de 10 nanomolaires de BPA, on a une augmentation de l'expression de ces enzymes. Donc, à des concentrations qui sont retrouvées dans l'environnement, on a un effet sur les enzymes qui sont capables de détoxifier les espèces réactives de l'oxygène. C'est un peu comme si le corps essayait de se protéger, et puis peut-être que ça explique pourquoi on n'a pas d'effet sur la fonction mitochondriale, sur la voie de signalisation de l'insuline à ces concentrations-là. Alors, par la suite, on est allé regarder le rôle du récepteur aux oestrogènes. Donc, c'est le même inhibiteur du récepteur qu'on a utilisé dans la première étude, le ICI. Puis, vous voyez que, donc, ça, c'est l'augmentation qu'on avait à 10 puissance 4 nanomolaires de BPA pour l'entrée basale du glucose. Et vous voyez que c'est encore une fois rétabli lorsqu'on utilise l'inhibiteur du récepteur aux oestrogènes. C'est exactement la même chose qui se passe pour l'activité de la catalase, qui est une enzyme de détoxification des espèces réactives de l'oxygène. Vous voyez une belle augmentation de cette activité avec de fortes concentrations de BPA et qui est complètement rétablie lorsqu'on utilise ici donc l'inhibiteur du récepteur aux oestrogènes. Donc, il semblerait que ces effets du BPA sur l'entrée du glucose et l'activité des enzymes de détoxification des ROS soient dépendants des récepteurs aux oestrogènes. Donc, nos études in vitro sur le BPA ont montré que le BPA est capable d'induire des défauts métaboliques et une résistance à l'insuline dans le muscle, mais à des concentrations très élevées. Donc, ce n'est pas des concentrations que l'on retrouve normalement dans l'environnement. Par contre, on a fait des études
in vitro sur des cellules isolées. Le traitement était maximum de 7 jours, c'est la limite de notre modèle. Donc, la question que je vous pose, c'est que va-t-il se passer si on est exposé toute une vie au BPA? Et puis, on peut même être exposé avant sa naissance parce qu'on peut être exposé malheureusement au BPA pendant la grossesse de notre mère. Alors, les études in vivo sur les souris ont montré qu'il y a des effets à court terme du BPA. Si on est exposé au BPA juste quelques jours, ça va entraîner une augmentation de la sécrétion de l'insuline par les cellules bêta du pancréas. Et malheureusement, quand il y a trop d'insuline en circulation, ça a tendance à induire une résistance à l'insuline des tissus cibles. Donc, il y a une diminution à l'entrée des sucres dans les tissus et on a une hyperglycémie aiguë. Par contre, si on est exposé au BPA à long terme, donc les études sur les rongeurs ont été faites pendant des semaines et des mois, on va avoir une baisse chronique de la réponse à l'insuline des tissus périphériques. Donc, il y a moins de glucose qui rentre dans ces tissus et on va avoir une hyperglycémie chronique et ça peut mener au diabète de type 2. Un autre effet du BPA, c'est que le BPA, comme je l'ai introduit tout à l'heure dans la diapositive sur les hypothèses, le BPA, il est lipophilique, donc il s'accumule dans les graisses. Et il a un effet sur le tissu adipeux, il a tendance à faire augmenter la quantité de graisse, la quantité de tissu adipeux. Et il va aussi modifier la production des hormones du tissu adipeux, les adipokines, qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, pouvaient modifier l'action de l'insuline du muscle, mais aussi d'autres tissus. Et en ce qui concerne l'effet du BPA pendant la grossesse, malheureusement, le BPA, il peut traverser la barrière placentaire. Donc, si la maman enceinte mange quelque chose qui contient beaucoup de BPA, et ça pendant toute sa grossesse, le fœtus va être exposé au BPA. Et les études sur les souris ont montré que des bébés souris dont les mères ont été exposées au BPA, mais dont les bébés, après, dans leur croissance, ils ne sont pas du tout exposés au BPA, ces souris vont avoir des risques de développer un diabète une fois adultes, vont avoir des risques de devenir plus obèses, donc de prendre du poids à l'âge adulte, et aussi d'avoir des problèmes de sécrétion de l'insuline. Alors, peut-être que j'ai fait un petit peu peur avec tout ça. Qu'est-ce que fait le Canada sur le BPA? Ici, c'est le dernier rapport qui a été publié en 2021, donc c'est assez récent, sur le bisphénol A dans la population canadienne. Donc, je vais vous laisser quelques secondes si ça vous intéresse pour scanner le code QR et ça vous enverra au document en ligne qui est un document PDF très long. Donc, je ne vais pas vous le lire maintenant. Je laisse un petit peu de temps s'il y en a que ça intéresse. De toute façon, je pense que la présentation sera publiée sur la chaîne YouTube des voies métaboliques, donc vous pourrez le scanner plus tard. Alors, qu'est-ce que fait le Canada pour la réglementation sur le bisphénol A? Ce qui est très intéressant, c'est que le Canada a été le premier pays dans le monde entier, en 2008, à interdire le BPA dans les biberons. Donc, dans les biberons en plastique qui sont destinés évidemment aux bébés. Cependant, maintenant, en 2018, le gouvernement canadien a plutôt dit que finalement, les Canadiens sont exposés à de très faibles concentrations de BPA et qui ne sont pas à risque pour la santé. Donc, ce n'est pas vraiment un risque pour la santé des Canadiens, et y compris pour les nouveau-nés et les enfants. Ça n'empêche pas que vous trouverez toujours des biberons sans BPA, parce que je pense que les consommateurs ont mis une pression très importante sur le gouvernement. Puis de plus en plus, vous allez avoir des bouteilles d'eau qui sont indiquées comme sans BPA. Donc, probablement que vous avez déjà acheté une bouteille d'eau qui est marquée BPA Free ou sans BPA. Alors, qu'est-ce qu'on fait ailleurs? Dans l'Union européenne, donc ça, l'EFSA, c'est l'Autorité européenne de sécurité des aliments. Dans l'Union européenne, eux, ils vont dans l'autre sens. C'est vraiment intéressant. Quand on traverse l'Atlantique, ça devient beaucoup plus dangereux d'être exposé au BPA. Ils ont réduit ce qu'on appelle l'apport quotidien tolérable, c'est-à-dire ce qui est censé être sécuritaire comme consommation de BPA
comme exposition au BPA de manière quotidienne. Ils ont diminué de 20 000 cette dose journalière tolérable pour arriver à 0,2 nanogrammes par kilogramme de poids corporel par jour. Donc, alors que le Canada dit que c'est finalement pas dangereux, l'Union européenne a mis les limites encore plus basses que ce qu'elles étaient auparavant. Et qu'est-ce que fait les États-Unis? Alors, les États-Unis, le premier État aux États-Unis qui a interdit le BPA dans les produits qui étaient destinés aux enfants, aux bébés, c'est le Minnesota qui a suivi le Canada de près, puisque vous voyez, c'était en 2009, un an après le Canada. Encore une fois, le Minnesota, en 2013, il a interdit le BPA dans tout ce qui était en contact avec la nourriture des enfants. Au niveau national, en 2012, la FDA a interdit l'utilisation du BPA pour les bouteilles, donc les biberons pour les bébés et pour les tasses que les enfants utilisent pour boire. Puis, ils ont interdit en 2013 le BPA dans tout ce qui était en contact avec la poudre de lait pour nourrir le bébé. Mais si vous lisez ce qui est écrit ici, qui est surligné en jaune, vous allez voir que ça n'a pas été fait parce qu'ils avaient des doutes sur la sécurité pour la santé publique, mais tout simplement parce qu'il y avait une pression du public pour abandonner l'utilisation du BPA dans tous ces produits. Et pourtant, les États-Unis, les Américains sont exposés à 5000 fois plus de BPA que les habitants de l'Union européenne. Donc, vous voyez ici que ils sont exposés à 200 nanogrammes par kilogramme de masse corporelle par jour, qui est 5000 fois plus élevé que la nouvelle limite en Union européenne. Alors, pour vous faire digérer tout ça, je vais vous laisser lire cette petite blague. Alors, la question maintenant, c'est est-ce qu'on est vraiment exposé au BPA? Là, c'est une étude qui a été faite, publiée en 2010 et qui était la quantité de BPA que l'on retrouvait dans différents aliments qui étaient soit mis dans des cannes, soit emballés dans du plastique. Et vous voyez qu'on retrouve des traces de BPA, donc c'est des nanogrammes par gramme de produits qui sont consommables, qui peut aller de 65 à des valeurs beaucoup plus basses, puis à des valeurs encore plus basses et des fois c'est quasiment indétectable. Alors, c'est bien beau tout ça, mais qu'est-ce que ça veut dire? Revenons à nos haricots verts ici, qui étaient mis dans des cannes en plastique, dans des cannes. Donc, on pouvait retrouver 65 nanogrammes par gramme d'haricots verts. Ça correspond à quoi? Est-ce que ça va vraiment se retrouver dans notre alimentation? Est-ce que c'est dangereux? On a 65 nanogrammes de BPA par gramme de haricots verts. Si quelqu'un mange 50 grammes de haricots verts par jour, ça veut dire qu'il est exposé à 3250 nanogrammes, de BPA. Donc, pour une personne qui fait environ 80 kg, c'est la masse en général d'un adulte, d'un homme en santé, on va être exposé à 40 nanogrammes de BPA par kilogramme de masse corporelle. Je vous rappelle, la dose journalière sécuritaire de l'Union européenne, c'est 0,2 nanogrammes. Donc là, une personne qui mangerait 50 grammes de ces haricots verts aurait été exposée à une dose qui est 200 fois plus élevée que la dose journalière considérée sécuritaire par l'Union européenne. Alors, vous allez me dire, mais bon, il n'y a plus de BPA dans nos produits. On sait que les consommateurs ont mis de la pression sur les industries pour qu'ils enlèvent le BPA. Maintenant, on a des gourdes, des bouteilles d'eau qui sont sans BPA. Est-ce que c'est vraiment sécuritaire? Pas forcément, parce que en fait, il n'y a pas de BPA dans votre nouvelle gourde que vous venez d'acheter, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de bisphénol. Et il semblerait que l'industrie plastique a remplacé le BPA par d'autres bisphénols. Ça pourrait être du BPS, du BPZ, du BPF, etc. Puis il semblerait que ces alternatives au bisphénol A ne sont pas forcément sécuritaires. Alors, on s'est intéressé à ces
à ces analogues du BPA, on a commencé par une étude sur le BPS. Donc ça, c'est une étude qui a été faite par Tagrid Shahin, qui était une étudiante au baccalauréat en projet honorifique. Elle a exposé des myotubes L6 pendant 7 jours au BPS. Elle a regardé l'entrée du glucose. Les barres blanches, c'est sans insuline, les barres noires avec insuline. Puis, elle a traité ses cellules au BPS pendant 7 jours. Vous voyez une belle réponse à l'insuline ici, quand il n'y a pas de BPS, qui est complètement perdue à 0,1 nanomolaire. Une concentration assez faible. Elle a des résultats assez similaires sur la quantité de GLUT4, le transporteur de glucose qui est sensible à l'insuline, quand il est situé à la membrane plasmique. Donc, on a une baisse de quantité de GLUT4 en réponse à l'insuline avec 10 nanomolaires de BPS. Donc, vous voyez, c'est des concentrations qui sont beaucoup plus faibles que les effets qu'on avait avec le BPA. Donc ici, malheureusement, le BPS semble diminuer la sensibilité à l'insuline des cellules musculaires à des concentrations de BPS que l'on peut retrouver malheureusement dans l'environnement. Alors, on a aussi regardé comment ça pouvait altérer des choses qui se passent au niveau du tissu adipeux. Et ça, c'est une étude qu'on a faite en collaboration avec Maria Pereira, qui est à Uppsala en Suède. Et mon étudiante à la maîtrise, mon ancienne étudiante à la maîtrise, Fozia Ahmed, était partie pendant une session avec une bourse Mitax dans le laboratoire de Maria. Et Maria, elle a accès à des tissus adipeux humains, donc des biopsies de tissus adipeux humains. Donc, elles ont traité des explants de tissus adipeux humains avec du BPA ou du BPS pendant 24 heures. Et elles ont regardé l'expression des adipokines, donc ces hormones sécrétées par le tissu adipeux. Et vous voyez ici, donc c'est un tableau récapitulatif qui montre que à des concentrations qui sont retrouvées dans l'environnement, on a une perturbation de l'expression des adipokines avec le BPA, mais pas avec le BPS, cette fois-ci. DEX, c'était le dexaméthasone, qui est un contrôle positif qui est censé altérer l'expression des adipokines. Ensuite, on a regardé l'effet d'un autre bisphénol, qui est le bisphénol F, le BPF. Ça, c'est un travail qui a été fait par Theophana Jacob, une étudiante en projet honorifique. Elle a exposé pendant 7 jours des cellules musculaires au BPF et regardé l'entrée du glucose en réponse à l'insuline. Donc, sans BPF, elle a une réponse à l'insuline qui est deux fois plus importante que l'entrée basale du glucose. Puis, vous voyez que finalement, avec le BPF, il ne se passe pas grand-chose. On avait même une tendance à l'augmentation à des concentrations très importantes de BPF. Donc ici, le BPF, il semblerait qu'à des concentrations retrouvées dans l'environnement, il n'induise pas de résistance à l'insuline dans les cellules musculaires. Alors, on a regardé un autre bisphénol, le BPFL. Donc ça a été une étude qui a été faite par Michael Kulicki et Catherine Léger, 2 étudiants qui sont au baccalauréat. Ils ont traité encore une fois les myotubes L6 avec du BPFL. Et là, on n'a pas vu d'effet spécifique sur la réponse à l'insuline. On a plutôt vu une diminution générale de l'entrée du glucose, même lorsqu'il n'y a pas d'insuline. Vous voyez, à 10 nanomolaires, 100 nanomolaires de BPFL, l'entrée basale du glucose est diminuée. Donc là, à des concentrations qui sont proches de celles retrouvées dans l'environnement, on a des effets du BPFL sur l'entrée du glucose. Alors, c'est bien beau tout ça, mais comment pouvez-vous vous assurer que vous utilisez des plastiques qui sont sécuritaires pour votre santé? Les plastiques qui contiennent le code S, donc ça, c'est les codes de recyclage que vous pouvez voir sur certains produits, ils peuvent contenir du BPA ou d'autres bisphénols. Donc, je vous conseille de ne pas utiliser des plastiques qui contiennent ce code.
Je vous conseille aussi de ne pas utiliser les produits qui contiennent le code 6, qui est du polystyrène. Non seulement c'est dangereux pour votre santé, et en plus, le polystyrène, il est pas recyclable. Donc, c'est aussi pas très sympa pour l'environnement. Les plastiques qui sembleraient sécuritaires, c'est les plastiques qui ont le code 2, 4 et 5. Donc, normalement, ces plastiques-là ne contiennent pas de bisphénol. Évidemment, vous allez me dire, il y a beaucoup de produits où on sait pas il n'y a pas de code écrit dessus, donc on ne sait pas quel plastique c'est. Alors, si vous voulez être sûr que vous n'êtes pas exposé au bisphénol, la première recommandation, ne pas chauffer votre repas dans une boîte en plastique au micro-ondes ou vos boissons dans un contenant en plastique. Parce qu'en fait, les bisphénols, ils vous ont tendance à aller dans les aliments à haute température. Si vous avez une boîte en plastique dans laquelle vous avez vos aliments au frigo, normalement, il n'y a pas trop de risque de transfert des bisphénols à votre alimentation. Par contre, mettez votre repas dans une assiette et chauffez l'assiette et pas la boîte en plastique au micro-ondes. Évidemment, évitez d'acheter de la nourriture en conserve, puisque l'intérieur des boîtes de conserve peut contenir du bisphénol. Évitez d'acheter de la nourriture dans des emballages qui sont en plastique dur. Les plastiques mous ne contiennent pas de bisphénol. Genre, quand je dis plastique mou, un sac en plastique, les sacs Ziploc ne contiennent pas de bisphénol. Donc ça, c'est sécuritaire. Moi, je vous conseille le plus possible de cuisiner à partir d'aliments frais et éviter de manger des plats emportés. Non seulement ils peuvent contenir des bisphénols, mais en plus, ils sont moins sains pour votre alimentation et pour votre santé. Et évitez donc de stocker votre nourriture dans des boîtes en plastique. Utilisez plutôt des boîtes en verre et des boîtes en inox. Je sais que les boîtes en verre, souvent on me dit « Ouais, mais le couvercle, il est en plastique. » Sincèrement, je pense pas déjà que si votre alimentation, vos aliments ne sont pas en contact avec le couvercle, si la boîte n'est pas remplie à ras-bord, il n'y a aucun risque. Les bisphénols, ils vont pas traverser dans l'air jusqu'à vos aliments. Et puis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand c'est au frigo, il y a peu de risque quand même que ce soit transféré aux aliments. Apparemment, les anciennes machines à café peuvent aussi contenir du BPA. Donc, il faut faire attention parce que l'eau est très chaude quand elle sort de ces machines, donc ça peut être dangereux. Et je vous conseillerais aussi d'éviter de prendre des cafés à emporter dans des gobelets en plastique. Et prenez plutôt des gobelets en carton. Enlevez le couvercle en plastique si vous avez un couvercle en plastique sur votre gobelet en carton. Et surtout, utilisez une tasse normale, réutilisable, et puis ça sera aussi bon pour l'environnement. Donc, pour conclure, je vous ai dit que la dose journalière tolérable aux États-Unis, c'est 50 microgrammes par kilogramme de masse corporelle par jour. En Europe, c'est 0,2 nanogrammes par kilogramme et par jour. Vous voyez, on vit dans deux mondes complètement différents. Le Canada a tendance à suivre ce qui se passe aux États-Unis, malheureusement. Cette dose journalière tolérable, ça voudrait dire que si on mange cette quantité par jour de bisphénol, on ne devrait pas avoir d'effet sur notre santé. Malheureusement, il y a des études, comme je vous ai dit, faites sur les rongeurs qui montrent que quand on est exposé à des doses aussi basses que 0,26 microgrammes par kilogramme par jour, ça perturbe la glycémie, ça peut induire le diabète de type 2. Donc, ma question ici, c'est est-ce qu'on ne devrait pas changer les limites journalières tolérables en Amérique du Nord? Alors, je ne voulais pas vous faire peur aujourd'hui et je n'ai pas tendance à être quelqu'un qui va faire des grands discours sur les choses comme ça, mais je pense qu'il faut peut-être repenser à comment on préserve nos aliments et éviter tout simplement d'utiliser les plastiques parce qu'en plus, c'est en plus mauvais pour l'environnement. Donc voilà pour ma présentation. Je voudrais remercier toutes les personnes qui ont participé à ce projet. Donc c'est ce que j'appelle dans mon laboratoire le projet bisphénol. Donc vous avez le nom de tous les étudiants et de mes deux assistantes de recherche, Maria Pereira, ma collaboratrice à Uppsala, et la Atlas qui travaille beaucoup sur les bisphénols à Santé Canada à Ottawa. Ça, c'est mes étudiants actuels dans mon laboratoire. Puis, je remercie aussi mes collaborateurs locaux à l'Université d'Ottawa
Mary-Ellen Harper et Jocelyn Côté, qui me permettent d'utiliser certains de leurs équipements à l'université. Puis évidemment, je remercie le CRSNG qui finance notre recherche.